Radio Soleil vous invite au Passage des Artistes, un nouveau rendez-vous culturel tous les jeudis. Au Passage des Artistes sur Radio Soleil. Radio Soleil, toutes les voix comptent. اللي باعنا خسر دلعنا راح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه بالسلامة والقلب نسيه واللي سابنا قفلنا بابنا يلا دينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه الحياة مش واقفة عليه اللي باعنا خسر دلعنا راح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه بالسلامة والقلب نسيه واللي سابنا قفلنا بابنا يلا دينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه الحياة مش واقفة عليه من امتى بيفرق لنا من راحة ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط على كده متفل ورضا ومش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة اللي باعنا خسر دلعنا راح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه بالسلامة والقلب نسيه ملهش نايب راح حبيبي يجي غيره حبايب عمرنا ما هنسأل فيه عمرنا ما هنسأل فيه واللي يخرجوا بره حياتنا عادي بنشيله من حساباتنا مش هنتحايل عليه مش هنتحايل عليه اللي غايب ملهش نايب راح حبيبي يجي غيره حبايب عمرنا ما هنسأل فيه عمرنا ما هنسأل فيه بيفرق لنا من راحة ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط على كده متفل ورضا مش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة بيعرفش قيمتنا تبقى سكته غير سكتنا خد معاه الشر وراه مش هنتعب روحنا عشانه ألف مين يتمنوا مكانه هو كده ريح وارتاح واللي ما بيعرفش قيمتنا تبقى سكته غير سكتنا خد معاه الشر وراه بيفرق لنا من راحة ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا مبسوط على كده متفل ورضا ومش عاجبه يسيبنا هو اللي اختار بإيديه النار وخرج من الجنة اللي باعنا خسر دلعنا راح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه بالسلامة والقلب نسيه Actu Média et Radio Soleil vous présentent au Passage des Artistes.
Bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes sur Radio Soleil. L'artiste que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui est metteur en scène, il est comédien passionné, un homme de théâtre, mais il l'a pas toujours été, qui a construit un parcours singulier, guidé par l'exigence artistique et à la force des textes. Son travail se distingue par des mises en scène épurées où la parole, le rythme et l'émotion occupent une place centrale. Habitué des formes intimistes, il est particulièrement illustré dans des adaptations sensibles explorant des thématiques profondément humaines comme l'exil, l'identité, la mémoire et ces fragments de vie qui façonnent nos trajectoires. À travers ses créations, il donne voix à des personnages souvent discrets mais bouleversants, révélant avec finesse ce qui se joue derrière les silences, les absences et les déplacements. Actuellement à l'affiche au guichet Montparnasse et à l'Essaillon Théâtre, poursuit ce dialogue subtil avec le public entre intensité délicate et engagement artistique. Son univers à la fois sobre et vibrant témoigne d'un attachement profond à l'humanité et à la scène. Bonjour Thierry Depina. Bonjour Jazia. Comment ça va ? Très bien, merci. Il fait beau aujourd'hui. Oh là là, un soleil merveilleux. Et on est sur Radio Soleil. Et bien évidemment. Je le disais tout à l'heure en introduction, Thierry Depina, votre parcours est complètement fou parce que vous faites du théâtre aujourd'hui, mais ça n'a pas été le cas il y a quelques années puisque vous avez fait une reconversion complètement radicale. Oui, Racontez-nous un peu. Oui, alors au début j'étais biologiste chercheur et enseignant, même épidémiologiste pour être plus précis. J'ai travaillé pour l'industrie pharmaceutique, d'abord pour la recherche publique puis l'industrie pharmaceutique, et puis j'ai créé aussi une société de recherche sous contrat pour l'industrie que j'ai gardée plus de 15 ans. Et effectivement, un jour je suis allé au théâtre du Rond-Point, voir Yolande Moreau. J'adorais le théâtre, donc j'allais beaucoup au théâtre. J'étais dans cette grande salle du théâtre du Rond-Point que j'adore, et elle choisit un spectateur au hasard dans la salle, et ce soir-là c'était moi. Et c'était un appel de l'univers là. Je pense. Je pensais qu'elle s'était trompée, mais non. Je suis monté sur scène avec elle pendant plus de 10 minutes et j'ai découvert l'autre côté en fait du théâtre, cette fois-ci du côté de la scène, et je me suis dit waouh, c'est quand même pas mal. Et le temps a passé et un jour j'ai décidé d'arrêter mon activité de recherche. Donc j'ai offert ma société à mes salariés et j'ai commencé à faire du théâtre, mais d'abord une première année en amateur, et là on m'a dit mais écoute, tu devrais continuer, pourquoi tu n'essayes pas d'être professionnel? Et moi, il faut pas me le dire deux fois. Je suis quelqu'un qui vit à 10 000%. Et voilà. C'est ce qu'on appelle la passion, je crois. La passion, voilà. Et j'ai commencé une formation professionnelle. Je suis remonté à Paris parce que j'avais quitté Paris entre-temps. J'étais parti à Marseille et puis Nice. Et j'ai suivi une formation professionnelle pendant plusieurs années. Et j'ai monté ma compagnie parce qu'on m'a dit, écoute Thierry, à ton âge, ça va être difficile, les auditions, les castings. Donc si tu attends qu'on t'appelle, tu vas pas travailler, donc monte ta structure, monte tes projets, tu gagneras du temps. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai monté la compagnie A, le Zèbre, et j'ai créé mes projets. Voilà. Fabuleux. J'ai presque envie de vous poser la question, Thierry, quel a été le déclic? Parce que c'est complètement fou, votre histoire est complètement dingue. Oui, alors le déclic, c'est, je sais pas s'il y a un déclic, c'est plutôt, j'ai toujours fonctionné un peu par inconscience. Je vois pas ce qui va pas, je vois pas les choses négatives, je vois que le positif. C'est vrai que quand par exemple j'ai créé ma société, je me suis pas posé la question. J'ai créé ma société et après j'ai vu les difficultés. Et là j'ai fait la même chose, j'ai dit tiens pourquoi pas, je fonce, et après j'ai vu les problématiques de la scène et de ce milieu artistique très particulier. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment un déclic, c'est je fonce parce que ça me plaît et après je vois. Et je gère. Et alors, justement, parce qu'on a envie de vous poser la question, est-ce qu'il y a des moments où vous avez regretté, parce que vous avez des doutes, j'imagine, Alors, je regrette pas du tout, parce que j'ai l'impression d'avoir une seconde vie, d'apprendre, et ça c'est fabuleux, d'apprendre à quel que soit l'âge, de redevenir débutant lorsqu'on était très surexpérimenté dans son précédent travail. Donc du coup, on n'est plus dans une zone de confort. Donc c'est ça aussi qui est sympa, c'est de pouvoir se remettre en question. Et les doutes, oui. Alors ça c'est vraiment surtout lié au milieu artistique et surtout à la scène, parce qu'effectivement, on nous demande d'être nous-mêmes, de s'affranchir du regard de l'autre. Et pourtant, la première chose que l'on fait, c'est se
mettre sous le regard des spectateurs. On nous demande de s'affranchir de ce regard et de faire fi de tout ce qui sera dit, mais pourtant on est très sensible à la critique, et donc effectivement on a des doutes, on a beaucoup de doutes. Est-ce que ça va plaire, est-ce que ça va pas plaire, quand il y a un spectateur qui dort devant soi, on se dit ça lui plaît pas, mais peut-être qu'il est juste fatigué. On a tous ces doutes. Est-ce que je fais les bons choix, non, c'est très compliqué, et le doute, oui, il est permanent, et je pense qu'il fait avancer l'artiste en fait. Est-ce que le décalage a été difficile à gérer, parce que vous me disiez tout à l'heure, vous étiez biologiste. D'ailleurs, on l'est toute sa vie. Hein. Vous êtes biologiste, chercheur, donc c'est quand même un métier avec. Enfin, c'est une science exacte. Hein, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous avez des connaissances. C'est un milieu plutôt terre à terre. Comment est-ce qu'on bifurque comme ça dans un milieu? Enfin, là, vous avez sauté complètement dans l'inconnu. Est-ce que ce décalage a été facile ou pas à gérer? Alors, il s'est passé quelque chose de curieux, c'est que c'est vrai que quand j'étais scientifique, je voyais plutôt le milieu artistique comme quelque chose de plus léger, artificiel presque. Superficiel. Et je me suis jamais senti moi-même que depuis que je suis artiste. Et j'ai l'impression que c'est mon ancien métier qui était complètement superficiel. Ouais. Donc j'ai ce décalage-là. Et par contre, effectivement, il y a un gros décalage au niveau économique, ça c'est sûr. Oui, ça j'imagine. Voilà. Et alors ça se gère comment, ça? Parce que il y a peut-être des auditeurs aujourd'hui qui rêveraient de faire votre métier et puis de sauter le pas comme vous l'avez fait. J'imagine qu'il faut du courage avant tout. Il faut du courage et puis un peu d'inconscience, comme je le disais tout à l'heure. Un peu de folie. Et oui, folie, c'est plutôt le mot que l'inconscience. Et c'est vrai que quand on commence à être artiste, la seconde partie de sa vie, on a peut-être un confort supérieur aux jeunes qui va démarrer, parce qu'effectivement on a pu construire économiquement un petit peu sa vie, donc on va pouvoir un petit peu se reposer sur cela et moins dépendre de revenus très hypothétiques les premières années. Vous nous disiez tout à l'heure que votre société, vous l'avez donnée à votre salarié. Comment ça s'est passé, ça, concrètement? Concrètement, je leur ai dit, voilà, je vais arrêter et je vous donne ma société. Et selon moi, c'était, mais non, Thierry, vous restez. Et puis j'ai dit, non, je m'en vais, je répète, je vous donne la société. Et ils voulaient pas au début, et puis ils se sont organisés, ils ont repris la société. C'est complètement fou. Ouais, mais c'était une façon de me dire, bon voilà, j'ai gagné de l'argent avec cette société, maintenant c'est à votre tour. C'est une façon de composer avec un fonctionnement un peu capitaliste que j'avais, et revenir dans une valeur humaine et sociale, et me dire, ben voilà, effectivement ça a été un outil de travail, je l'ai utilisé, et maintenant je vous le donne, et à vous de l'utiliser et de réussir. Et vous avez des nouvelles aujourd'hui de votre ancienne société? Oui. J'ai mangé avec eux là la semaine dernière. À chaque fois que je viens à Paris, j'essaye de les rencontrer. Voilà. Alors l'exil, l'identité, la mémoire, c'est souvent des sujets qui reviennent beaucoup dans vos pièces de théâtre. Pour quelles raisons? Pourquoi cet attachement à ces sujets, Thierry de Pinat? Parce que déjà, alors c'est vrai que pour moi, le spectacle doit raconter quelque chose, et j'ai besoin de faire passer des messages. Pour moi, c'est très important. Je peux pas, je n'envisage pas le théâtre autrement. Pas forcément du théâtre politique, mais du théâtre qui parle humaniste. Et j'ai fait la rencontre, alors je l'ai pas rencontré physiquement parce que l'auteur est parti il y a 10 ans, mais j'ai fait la rencontre des textes d'Emmanuel Darlé, et ça m'a profondément touché. Ouais. Et j'ai eu cette impression que ces textes m'attendaient. C'est très prétentieux parce qu'ils m'attendaient pas. Mais quand j'ai découvert ces textes, je me dis, mais voilà, ils ont été écrits pour moi. Bon, ils avaient écrit pour plein d'autres, mais qu'est-ce qui vous touche dans l'univers de Darlé? C'est que il va parler du cœur des hommes, il va parler des différences, des invisibles, et il a toujours cette délicatesse de ramener un sujet très universel. Donc il va parler de choses très spécifiques, et toujours en ramenant un sujet très universel qui est être soi, le regard de l'autre, comment exister, le bonheur, comment l'atteindre. Voilà, il va parler. Et c'est des textes qui ne vieillissent pas parce que il est toujours
sur le cœur des hommes. Et ça m'a touché. Il a une langue très particulière, une syntaxe inversée, et ça aussi, ça m'a beaucoup parlé. Et je me suis retrouvé dans des valeurs que je voulais défendre, et je me suis dit, voilà, c'est ce théâtre que je veux faire. Alors, comment est-ce que naît chez vous l'envie d'un spectacle ? Qu'est-ce qui vous touche en premier ? Ça va être l'écriture, le style et le sujet. Et il faut que, à la lecture, il faut que l'émotion arrive, il faut que j'ai une émotion. Voilà, une colère, une joie, une profonde tristesse, une mélancolie. Et dès que je perçois ça dans l'écriture et que le sujet m'intéresse, j'y vais. Et est-ce qu'on peut dire que c'est ce genre de choses qui vous interpelle jusqu'au point de coucher des mots sur une page ? Oui. Alors vous Thierry de Pinat, vous êtes comédien, vous êtes metteur en scène, oui. Auteur également. Est-ce que c'est facile de pouvoir faire les trois ? Alors. Non, c'est pas facile. Ouais. Mais après, il faut se faire entourer aussi. Il faut avoir beaucoup de regards extérieurs parce qu'effectivement, on serait c'est difficile de faire en se regardant parce que voilà, on est censé être sur scène sans se regarder. Donc effectivement, je fais des propositions, par exemple, de mise en scène. Et j'ai toujours des personnes qui ont des regards extérieurs et qui me font des retours et qui vont aussi m'aider dans la direction de comédien. Parce que parfois aussi, on a l'impression de faire passer certaines choses et elles n'arrivent pas du tout au spectateur. Et ça, on le sait comment d'ailleurs ? On le sait comment ? Avec des regards extérieurs. Oui. Et puis en écoutant les spectateurs aussi. Mais après, souvent j'ai des regards extérieurs et tout le temps j'ai des regards extérieurs. Alors, on m'a toujours dit que quand un comédien était sur scène, il donnait l'impression de pouvoir regarder les spectateurs, mais en fait, le comédien sur scène ne voit absolument rien. Ça, c'est vrai ou pas ? Alors, c'est vrai et faux. Ah, dites-moi tout alors. Alors moi, en tout cas, dans les spectacles qui sont actuellement à l'affiche, dans mes monologues, ce sont des monologues, je suis en adresse publique. Et le public, je le vois. La plupart du temps, sauf dans certains éclairages où effectivement je vais avoir les éclairages en pleine figure, donc effectivement je vais avoir comme je vais pas voir, mais je suis en adresse publique, donc forcément je vais voir le public. Il n'y a pas de quatrième mur comme certaines pièces où on considère que le public n'est pas. Moi, je suis en récit de vie, en récit de 3 personnages, et je raconte ma vie, et même je prends à partie sans attendre de retour, mais je prends à partie mon public, donc je le vois. Et est-ce que ça peut être déstabilisant parfois ? Totalement. Et ça se gère comment alors, dites-moi ? Ça se gère par l'expérience et les premières sont horribles. Les premières sont horribles parce que le texte est très fragile et effectivement une réaction de spectateur peut nous emmener sur nous faire perdre notre texte parce qu'on va partir sur une émotion qu'on n'avait pas prévue, qu'on va pas gérer, et cette émotion va nous emmener vers un grand tourbillon et l'oubli du texte. Et ça vous est déjà arrivé, vous, Thierry ? Oui, plein de fois. Et vous faites comment dans ce cas-là ? Surtout que là, je malmène mes textes parce que je joue partout, moi. Je vais dans les collèges, les lycées, donc je suis pas dans un théâtre. Il y a les spectateurs qui sont autour de moi sur des sujets difficiles. Les jeunes vont rire, vont chuchoter, vont même parler. Donc effectivement, ça se gère que par l'expérience et à force de jouer. Qui va là, le premier texte où je suis SDF, je joue dans les maisons, dans les appartements et je passe de pièce en pièce. Il n'y a jamais une représentation qui est pareille parce que le lieu change à chaque fois. Donc les premières fois, je cachais mon texte dans les toilettes parce que le personnage va beaucoup aux toilettes. Donc j'ai eu besoin d'aller aux toilettes parce que effectivement, ça a été le grand tourbillon lorsque je suis arrivé. Ça a été terrible. Et aujourd'hui, quel est votre regard vis-à-vis du théâtre ? Parce que vous avez été d'abord spectateur et aujourd'hui vous êtes un acteur majeur, puisque vous écrivez, vous mettez en scène. Est-ce que votre regard a changé vis-à-vis du théâtre ? Oui, ça a changé. Je pensais que le théâtre c'était une grande famille et ça l'est pas vraiment. Les contraintes économiques font que il n'y a pas forcément d'entraide et ça c'est bien dommage. Il y a aussi le droit du travail est malmené, toujours pour ces mêmes problèmes économiques. J'ai été par exemple aussi à Aurillac, au festival d'Aurillac, et j'ai trouvé que voilà, il y avait
il y avait une paupérisation de la population d'artistes qui m'a désolé. Ça, je l'avais pas vu parce que j'étais habitué à aller dans des salles et de belles salles, donc on est vraiment dans un confort et on voit pas l'inconfort des artistes. L'envers du décor. L'envers du décor. Oui, c'est là par exemple à Paris, c'est extrêmement compliqué parce que il y a ce que j'appelle moi les chasseurs d'invitation, donc des personnes qui vont tout le temps au théâtre mais qui ne payent jamais leur place, mais est-ce qu'ils ont seulement conscience que ce sont les artistes qui offrent ces places et non pas les sites qui eux s'enrichissent en distribuant ces places. C'est politiquement très incorrect ce que je suis en train de dire. Parce non, mais vous avez bien raison. On a besoin de recourir aussi à bien ça sûr. pour remplir les salles au début d'exploitation à Paris. Bien sûr. À la fois on en a besoin et à la fois ça nous appauvrit et ça nous fragilise. Puis des spectateurs parfois qui ne respectent même pas le travail de l'artiste parce que leur seul critère de choix va être la gratuité. Et ils vont se surprendre à venir voir des choses qu'ils ne seraient jamais venus voir. Ils vont ressortir déçus parce que le sujet ne les intéresse pas. Et non seulement d'avoir été invités, éventuellement même d'avoir dormi pendant le spectacle, ils vont aller poster une critique très négative sur le site qui ne va pas du tout aider l'artiste. Donc, Je sens le vécu là. Oui, parce que je trouve qu'il y a des systèmes qui sont pernicieux. Et on en est acteur, c'est ça qui est terrible, c'est qu'on est assis acteur. Et puis, victime de aussi. Cela. On est acteur et victime de ce système-là. Voilà. Quand on vous écoute, on a un peu peur par rapport à l'avenir du théâtre et de la culture de manière générale. Alors, c'est de la fiction, mais si vous aviez été, ou si vous deviez être décisionnaire, Thierry de Pina, quelles mesures vous auriez souhaité prendre justement pour sauver le théâtre? Oui. Déjà, meilleur respect des artistes. Par exemple, là, on avait un dispositif qui était juste merveilleux, qui était le Pass Culture collectif, qui me permettait, moi, d'aller jouer des textes dans des collèges et lycées sur des sujets de société majeurs qui sont importants pour les jeunes en construction, le regard, l'identité, l'exil. C'est important de parler de ces sujets. Bien sûr. Et on arrivait enfin à jouer dans des lycées en étant payé au juste prix. Et là, le Pass Culture a été très mal mené, en tout cas la part collective. Soi-disant gelé, il a été plutôt suspendu, puisqu'en fin d'année dernière, la part collective est passée à 2,50 € par élève. Puis, elle a été ramenée à 7 € par élève. Donc, c'est-à-dire que pour une classe de 30 élèves, ça fait 210 € à 210 €. On ne paye pas une représentation. Bien sûr. Donc, on ne peut plus faire de théâtre immersif comme c'était fait. Par exemple, le sans domicile fixe qui débarque dans la classe sans prévenir, qui créait des vraies réactions et de vraies discussions. Et en plus, on répondait à une thématique qui était aller dans les déserts culturels. Moi, j'allais beaucoup dans les petites villes où il n'y avait pas de théâtre à 100 km à la ronde. Et on emmenait du texte d'auteur que les jeunes n'iront jamais voir. C'est pas un sujet qu'on va voir spontanément. Bien sûr. Et donc là, oui, c'est une ineptie d'avoir gelé un dispositif qui était pourtant d'une efficacité extraordinaire et qui a apporté énormément. Et il faudrait aussi comprendre que la culture fait partie intégrante d'une société et pas quelque chose qui vide les caisses. Aujourd'hui, on pense trop, mais même on voit des programmateurs qui ont des obligations de remplissage de salles. Non, on n'est pas dans une obligation de remplissage de salles. Est-ce qu'aujourd'hui, remplir une salle est le seul facteur de succès d'un spectacle? Non. Le facteur de succès d'un spectacle, ça peut être un très beau silence, une salle, ça peut être une salle clairsemée, mais où le message passe. Aujourd'hui, non, ils ont des impératifs de rentabilité, comme une structure privée, et ils vont faire des choix et des programmations sur des spectacles qui sont sûrs de remplir. Mais est-ce que avec des têtes d'affiche? Avec des têtes d'affiche. Voilà ce que je ferais. Mais merci pour tout cela. Et c'est vrai que le théâtre ça reste ma conviction. Le théâtre n'est pas un luxe. C'est presque une obligation de faire découvrir le théâtre et la culture de manière générale aux jeunes générations. Le fait de jouer seul, pour vous, Thierry de Pina, est-ce que c'est plutôt une liberté ou est-ce que c'est plutôt une mise à nu? Les deux. Les deux. En fait, ça a démarré, c'était pas prévu. J'étais sur des spectacles où on était plusieurs comédiens. Et au moment du premier confinement, on s'est retrouvés isolés et j'avais lu les textes d'Emmanuel Darlé. Il y avait un texte qui avait été écrit pour être joué en appartement. Comme les théâtres étaient fermés, je me suis dit, ben voilà,
j'y vais. C'est l'occasion. C'est l'occasion ou jamais. Et j'ai commencé mon premier monologue. Et effectivement, ça a été très particulier parce que j'ai répété tout seul chez moi dans un isolement total. Et j'ai commencé à jouer tout de suite après le premier confinement dans les maisons et appartements. Et donc là, ça a été du passage où on voyait personne, du voyage, du moment où il y avait 30 personnes autour de moi. Ouais. Donc ça a été très particulier, ça a été le passage au monologue, et avec toute la difficulté de se sentir un peu seul. Puis après j'y ai pris goût parce que c'est un sacré challenge. C'est extrêmement plaisant de se dire j'ai tenu la main à tous ces spectateurs tout seul pendant 1 heure. Il y a un côté très agréable. Puis intimiste, j'imagine. Intimiste, ouais. Et puis, ce côté, je trouve que l'adrénaline est encore plus importante en seul en scène que lorsqu'on est plusieurs sur scène, parce que souvent on se dit, on peut me rattraper, mais là, on est tout seul. Et puis on saute, sans élastique, sans rien. Là, il n'y a pas de, y a pas de parachute. Non, il n'y a pas de souffleur. Ça existe plus, ça. Pas pour les petits Thierry de Pinat, peut-être pour les grands. Mais voilà. Et dites-moi Thierry, est-ce qu'il y a des projets que vous avez refusés, qu'on vous a apportés et que vous avez refusés? Non, parce que je crée mes propres projets. Et on vous a jamais proposé d'écrire ou de mettre en scène? Non, parce que pour l'instant, je fais mes propres projets, donc j'ai pas eu cette occasion-là. Et ça, c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou pas? Peut-être. Je pense que ça va venir, mais c'est vrai que malgré mon âge, je suis un jeune comédien. Je suis un débutant avec ma reconversion. On peut dire qu'on est une compagnie émergente, même si au début ça faisait rire la drague, mais parce que j'ai plus de 50 ans. Ouais. J'arrive sur même 60 ans. Et vous êtes jeune. C'est jeune, mais je suis encore plus jeune comédien, parce Bien que sûr. moi, ça fait à peine 10 ans que je suis comédien professionnel finalement. Donc je suis en début de carrière. Donc je pense que là ça va arriver, parce que j'ai fait le tour de beaucoup de choses, et peut-être que je vais avoir envie de passer à autre chose. Thierry de Pinat, on fait une petite pause Avec et puis plaisir. on revient juste après. Merci. Moi, je vis d'amour et de danse. Je vis comme si j'étais en vacances. Je vis comme si j'étais éternelle, comme si les nouvelles étaient sans problème. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Moi, je vis d'amour et de risque. Quand ça ne va pas, je tourne le disque. Je viens, j'ai appris à vivre comme si j'étais libre et en équilibre. Moi, je vis d'amour et de rire. Je vis comme si y avait rien à dire. J'ai tout le temps d'écrire mes mémoires, d'écrire mon histoire à l'encre bleue. Laissez-moi danser, laissez-moi danser, chanter en liberté. Laissez-moi danser, laissez-moi aller jusqu'au bout du rêve. Laissez-moi danser, laissez-moi
laisse-moi aller jusqu'au bout du rêve. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Soleil au passage des artistes. Thierry de Pina est mon invité aujourd'hui au passage des artistes, actuellement à l'affiche au guichet Montparnasse et à l'Essaillon Théâtre pour 2 pièces de théâtre. Dites-nous Thierry de Pina, alors comment est-ce que c'est construit? D'abord, on va parler de Mardi Monoprix. Comment est-ce que vous avez construit la mise en scène et puis votre travail, vous, en tant que comédien? Alors, le Mardi à Monoprix, alors peut-être il faut en dire 2 mots parce que ça va un petit peu expliquer pour le choix qui a été fait. C'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Marie-Pierre et qui va rendre visite à son papa tous les mardis parce qu'il est veuf et dépendant. Tous les mardis, elle y va pour faire le ménage, la lessive, le repassage et puis l'accompagner, faire les courses dans le Monoprix de la ville de son enfance, une petite ville de province. Et lorsque Marie-Pierre et son papa arrivent dans le Monoprix, tout le monde les regarde, mais tout le monde regarde Marie-Pierre surtout. L'auteur a utilisé ce prétexte pour parler surtout de la différence et de regard de l'autre et comment on se construit avec cette différence. Et aussi de la relation de nous avec nos parents vieillissants, nos aînés, jusqu'où on est prêt à supporter, de nos parents vieillissants par amour filial quand ces parents n'acceptent pas ce que l'on est, quoi que l'on soit, ou quoi que l'on ait décidé. Parfois, il y a des choix qui ne sont pas validés. Et donc, c'est cette relation entre ce père et cette fille très, très difficile. Pourtant, il y a énormément d'amour, mais ils n'arrivent pas à se le dire. Donc là, j'interprète bien sûr Marie-Pierre, parce que c'est un seul en scène. Je fais exister mon père au travers de ce que Marie-Pierre ressent. Et je voulais aussi travailler la transparence, puisque Marie-Pierre ne rêve que d'une chose, d'être transparente. Exister, mais être transparente un peu aux yeux des autres parce que les autres ne font que la regarder de la tête aux pieds pour trouver le petit quelque chose qui cloche. Voilà. Est-ce que, parce qu'on n'est pas dans le pathos, on est d'accord, hein, ça reste quand même une pièce bouleversante, forte, bien évidemment. Et justement, comment est-ce qu'on ne va pas à ce moment-là frôler l'humour et le comique? Comment se fait ce travail? Alors on est sur un fil. On est sur un fil en permanence, surtout que l'écriture, il y a beaucoup d'ironie, il y a beaucoup d'autodérision. Donc on est sur un fil permanent pour pas être trop dans la gravité, pour pas être pathos, et pas trop non plus dans la comédie pour survoler le sujet. Ça, c'est le regard extérieur qui va nous le dire. Après, c'est très compliqué parce qu'il y a des salles aussi qui vont nous emmener vers d'autres émotions, parce qu'il y a des salles qui vont oser rire de ce sujet-là, d'autres qui vont dire non, c'est pas bien, faut pas en rire. Donc même quand ça devient un peu ironique, ils vont contenir leur rire. Donc effectivement, ça aussi, ça va un petit peu changer la représentation. Dans Pays Bonheur, la question de l'exil est bien évidemment centrale. Pourquoi avoir choisi ce sujet ? Certainement parce que je suis concerné personnellement par l'exil. Je suis petit-fils de migrants. Mon grand-père était portugais, donc j'ai toujours eu dans mon ADN cette trace de l'exil. Petit, j'étais dans le sud de la France, dans le Luberon, et je partageais mes bancs d'école avec de jeunes maghrébins issus de l'immigration, des harkis aussi. Donc c'est pour moi c'était un sujet qui me touchait de très près. Je me rappelle en seconde mon premier cours d'économie, on avait un sujet libre où je suis allé interviewer des migrants, des maghrébins qui m'avaient reçu chez eux. Et je sais pas, c'est quelque chose qui me plaît parce que c'est dans mon ADN. Et puis aussi, je me dis que du jour au lendemain, on peut être un migrant. Parce qu'on devient d'un coup un indésirable de la société ou pour des raisons X ou Y, on aurait pu le voir pendant la pandémie, pourquoi pas. On peut imaginer qu'un jour, ce migrant qu'on regarde bizarrement, dont on ne veut pas chez nous, ça sera peut-être nous, une fois prochaine, et on espère qu'on sera bien accueillis. Voilà. Ces 2 pièces, elles dialoguent un peu entre elles dans votre esprit ou pas ? Alors oui, dans le sens où d'ailleurs c'est amusant cette question parce que j'aimerais bien faire dialoguer mes 3 personnages de ces trois monologues parce que je pense qu'il y a vraiment des choses communes et je pense que ça serait intéressant qu'ils se rencontrent et j'y ai souvent pensé. Oui, il y a quand même un point commun, c'est le bonheur, la recherche du bonheur. Donc ce jeune Elias qui va quitter son pays dans Pays Bonheur, il a l'espoir et sa famille a l'espoir aussi qu'il trouve
le bonheur, une meilleure vie. Et Marie-Pierre, elle aussi, revendique le bonheur d'être ce qu'elle est. Oui, effectivement, je crois que c'est un sujet universel qui me touche tellement que... Et le bonheur, alors, selon vous? C'est compliqué, le bonheur. Et puis, le bonheur le montre très bien, c'est-à-dire qu'on rêve on rêve toujours de quelque chose de mieux, et puis finalement, on s'aperçoit que ce dont on rêvait n'est pas si bien que ça, et donc on a encore besoin de trouver encore mieux. Je crois que c'est une quête quasi permanente. Peut-être qu'avec l'âge, on arrive à comprendre que peut-être qu'on l'a eu le bonheur, on s'en est même pas rendu compte. On l'a peut-être vu passer. On en a même pas profité. Et on se dit, non, finalement, c'était derrière, mais pourquoi j'en ai pas profité? Voilà. Dites-moi, Thierry de Pina, Oui. alors, est-ce que vous pouvez nous faire un pitch et puis nous donner des dates? Parce que certainement que nos auditeurs se posent la question. Alors, c'est super, mais c'est où? C'est où? Alors, bon, À quelle heure? Le Quand? mardi à Monoprix, j'ai fait le pitch. Voilà, j'ai expliqué un petit peu le spectacle. Et c'est au guichet Montparnasse tous les jeudis à 19h et jusqu'au 2 avril. Voilà, donc il reste 6 représentations à Paris et ensuite ça sera normalement à Avignon. Voilà. Et il est en tournée un peu dans toute la France. Pendant le festival d'Avignon. Pendant le festival d'Avignon, voilà. Donc ça c'est pour... c'est pour Pays Bonheur, pardon. Pays Bonheur. Le mardi à Monoprix, c'est à l'Essaillon, tous les vendredis et samedis à 21h jusqu'à la fin du mois de mars. Et ça sera aussi à Avignon. Voilà. Donc, si vous voulez aller voir Thierry de Pina, il va falloir vous dépêcher. Oui, sur Paris. Le festival d'Avignon, je crois qu'on va finir par avec cette question, Thierry. Certains des artistes que je croise se demandent encore de l'utilité d'Avignon. Quel est votre avis là-dessus? Enfin, du festival d'Avignon, on est bien d'accord. Oui, alors ça c'est une grande question. Alors moi je suis originaire d'Apt, à 50 km d'Avignon. Tout jeune, j'allais au festival d'Avignon, j'entendais déjà ces questions-là. À chaque fois, chaque année, il y a de plus en plus de spectacles, de plus en plus de théâtres qui ouvrent, de plus en plus de compagnies qui se ramassent. Et chaque année, on se dit ça va capoter. Et j'entends ça depuis des décennies. Et ça capote jamais. Effectivement, c'est compliqué le Festival d'Avignon parce que c'est des gros investissements. Et on n'a pas toujours ce retour sur investissement. Par contre, ça entraîne une visibilité, on augmente notre notoriété en étant à Avignon aussi. Mais est-ce que ça vaut ces coups-là? On se pose la question. Il y a des Avignons qui marchent très bien, il y a des Avignons qui marchent moins bien. On n'a pas les recettes. Il y a des spectacles qui marchent mieux que d'autres, on ne sait pas pourquoi. On voit des spectacles, moi je vais dans des salles, c'est affligeant et c'est complet. Et des spectacles où c'est des petites pépites et c'est vide. Après, il y a des Avignons où c'est rempli de spectateurs, mais on n'a aucune vente, parce qu'on va à Avignon pour vendre nos spectacles auprès de programmateurs. Et il y a des salles qui sont vides où il y a plein de ventes. Des fois, c'est vide et il n'y a pas de vente. Des fois, c'est plein et il y a des ventes. Et c'est compliqué, c'est un peu la loterie. Et la difficulté aussi, c'est que lorsqu'on y va avec un spectacle, on y croit tellement, notre spectacle, effectivement, la chute peut être rude. Et c'est vrai, ça fait mal, parce que c'est beaucoup d'argent dépensé. Ouais. Ce sont les comédiens qui payent tout, la plupart du temps, pour les plus petites compagnies. Il n'y a pas que des grosses productions. Les petites compagnies payent tout et finalement ne se payent même pas. Par contre, on va payer le théâtre, on va payer la communication, on va payer la tâche. Et ça coûte cher. Tout ça coûte cher. Donc on va payer tout le monde et nous en dernier. Donc ça fait, effectivement, ça crée des... on est déchiré parfois. Si ça marche pas, effectivement, ça peut créer des drames humains. Il y a des compagnies qui éclatent en plein vol parce que ça crée des discordes quand ça marche pas. Et puis c'est la scène de l'injustice, parce que l'année dernière, par exemple, j'étais complet sans tracté, mais je pouvais pas m'en vanter tellement je sais comme c'était difficile de remplir ma salle les années d'avant, et que je regardais ce qui était plein sans tracté avec envie. On a vraiment, c'est cruel. Je trouve que le Festival d'Avignon est très 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 cruel. Le Festival d'Avignon, c'est un peu comme la vie. C'est ça. Voilà, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette. Thierry de Pina, merci beaucoup. Merci pour cette jolie balade théâtrale. Merci. Et puis, écoutez, belle route, puisque vous
Vous êtes un jeune comédien. Merci de le rappeler. Ça fait du bien. Radio Soleil, toutes les voix comptent. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène. Pour les trop mauvais temps, je t'emmènerai en voyage dans les plus beaux pays du monde. Je ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Je t'offrirai de beaux bijoux, des fleurs pour ton appartement, des parfums à vous rendre fou. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Bergame, je te ferai construire une villa. Je suis femme et quand on est femme, on n'achète pas ces choses-là. Il faut dire que les temps ont changé. De nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé, naïves qu'au cinéma, on devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé un peu plus d'humour et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse, ainsi j'étais un homme. Je t'appellerai tous les jours, rien que pour entendre ta voix. Je t'appellerai mon amour, insisterai pour qu'on se voie, et t'inventerai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis femme et quand on est femme, ces choses-là ne se font pas. Il faut dire que les temps ont changé et de nos jours, c'est chacun pour soi. Ces histoires d'amour démodé n'arrivent qu'au cinéma, on devient économe. C'est dommage, moi j'aurais bien aimé, oui, un peu plus d'humour et de tendresse. Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre maîtresse, ainsi j'étais un homme, je serais romantique. Radio Soleil, 88.6, Paris, 87.7, Marseille. أنا راجعة يا أغلى حبيب، بقولك لأ كده كفاية حبيبي. مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا. أنا راجعة يا أغلى حبيب، بقولك لأ كده كفاية حبيبي. مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا.
أنا عمري ما كنت بغيب عيونك عايشة جوايا كفاية في الفراق صديق لقينا لبعدنا نهاية أنا عمري ما كنت بغيب عيونك عايشة جوايا كفاية في الفراق صديق لقينا لبعدنا نهاية يوم ورا يوم حبيب أنا كنت بحلم بيك بعينيك ويا بستنى قلبي يوم ورا يوم حبيب أنا كنت بحلم بيك بعينيك ويا بستنى قلبي يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي وديني جيت حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي اديني جيت حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي اديني جيت حبيبي وديني جيت يلا نكون سوا حبيبي وتجمعنا الحياة نعيش وندوق أجمل هوا هيحصل ايه يلا نكون سوا حبيبي وتجمعنا الحياة نعيش وندوق اجمل هوا هيحصل ايه يوم ورا يوم حبيبي بحلم بيك بعينيك ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم حبيبي بحلم بيك بعينيك ويا ما استنى قلبي يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم حبيبي مجالي نوم حبيبي اديني جيت حبيبي وداني جيت يوم ورا يوم حبيبي مجاني نوم حبيبي اديني جيت حبيبي وديني جيت يوم ورا يوم حبيبي مجالي نوم حبيبي اديني جيت حبيبي وديني جيت Vous écoutez Radio Soleil.